tout le monde. Bienvenue. Bienvenue à tout le monde. Je vois qu'il y a encore des gens qui rentrent. Parfait. Yay! Wow, je suis vraiment excitée. J'ai comme mon cœur qui bat très vite. Est-ce que vous m'entendez bien? Juste faites-moi des petits signes. Oui, c'est bon. Parfait. Super. Alors, bienvenue tout le monde à cette 12e table rouge. J'en reviens pas. 12e. On est vraiment heureuse de vous retrouver encore une fois en ce mois de décembre. Et je me présente, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Erika, je suis la cofondatrice de Madame Levary. Et j'ai le plaisir ce soir d'animer cette édition intergénérationnelle de la Table Rouge. Je suis présente aussi avec le reste de l'équipe Madame Levary. Donc, il y a Juju, si tu veux faire un petit signe, qui est là pour la technique. Daphne, qui est notre scribe, qui va envoyer le recap, replay à la fin de l'événement. Donc, pour celles qui ne sont peut-être pas habituées aux tables rouges, vous n'avez pas besoin de prendre des notes parce que Daphne est là pour prendre des notes pour vous. Donc, c'est la beauté des tables rouges. Et Olivia, ma douce moitié cofondatrice de Madame Levary aussi, je vais faire un petit signe. Donc, on est là et j'ai très hâte de vous présenter nos deux intervenantes pour ce soir. Mais avant de les présenter, j'aimerais ça faire juste un petit prendre le pouls, en fait, de notre communauté en ce moment. Donc, quand vous êtes arrivés, vous avez répondu à des questions. Juju, est-ce que tu peux présenter les réponses des questions du pôle numéro 1? Peut-être me faire un signe quand vous voyez, parce que moi, je ne les vois pas. Je pense que c'est parce que je suis host. C'est bon. Oli, est-ce que tu les vois? Parce que tu pourrais dire les résultats. Moi, je ne les vois pas. Oui, attends un instant, je croyais que j'étais mutée. Oui, je te les donne tout de suite. Les résultats sont fascinants. Un grand pourcentage des personnes qui sont ici présentes ce soir sont des adeptes et des raving fans des tables rouges. Ah, cool. Et on peut voir que la majorité sont curieuses sur le transgénérationnel ce soir. Et puis, sinon, il y a une partie qui est là pour continuer leur processus de guérison, pour vivre des moments de partage. Et puis, il y a quand même un 21% qui disent officiellement qu'ils sont fans de la table. Puis, le 11% disent qu'ils sont généralement curieuses. Nice. Puis, quelle est la proportion de gens qui est là pour la première fois, que c'est leur première table rouge, 30. En pourcentage? C'est juste un 30%, je pense. OK. Bon, bienvenue à toutes celles que c'est leur première table rouge. Yeah! En fait, juste pour rappeler l'intention des tables rouges, Madame Levary, à la base, on n'est pas seulement une marque de culottes menstruelles, vous l'aurez compris. J'oserais dire même les meilleures culottes menstruelles. En fait, on est aussi une communauté de femmes qui prennent soin d'elles et de la planète de façon proactive. Puis une des missions qu'on s'est données à Madame Levary, c'est qu'on croit que le savoir, c'est du pouvoir. Puis parce que plus qu'on sait, plus qu'on est en mesure de faire les bons choix pour nous-mêmes. Donc, c'est pour ça qu'on s'est donné comme mission de se réunir à chaque mois, puis de partager du savoir qui peut réellement nous servir, puis nous aider pour nous transformer nos vies pour le mieux. Fait que c'est ça qu'on vient faire ici ce soir. Puis, on invite à chaque mois des invités différents, des backgrounds différents, super diversifiés. Puis dans le fond, c'est vraiment dans le but d'enrichir nos connaissances puis d'élargir nos perspectives. Fait que j'ai envie de vous dire juste un petit rappel, profitez-en, gardez votre esprit ouvert, prenez avec vous ce qui résonne puis laissez aller ce qui ne résonne pas. Puis surtout, partagez ce qui va avoir résonné avec les gens autour de vous parce que vous devenez des petites graines de savoir qui peut ensemencer d'autres personnes. Fait que voilà, c'était juste pour mettre la table de pourquoi on est là ici ce soir. Knowledge is power. That's what it is. Donc, juste petit déroulement pour que vous sachiez comment on s'enligne pour la prochaine heure et demie. On a une première intervenante qui va nous partager. Ensuite, on va faire une petite mini-pause avec une visualisation. On aura une seconde intervenante
Et ensuite va venir la période de questions, donc questions du public, de vous. Et il y aura ensuite le tirage. Et on va finir avec un petit exercice en breakout rooms qui va être très simple, très rapide, mais je pense très juicy. So, stay with us till the end. Détails techniques avant qu'on commence puis qu'on rentre dans le vif du sujet. On est en rediffusion live sur Facebook. Sachez que l'enregistrement va arrêter avant la période des questions pour conserver l'intégrité de notre cercle et de justement que vous n'ayez pas votre face sur Facebook. Mais donc, n'ayez crainte. Deuxième chose, c'est pour la période des questions. S'il y a des questions qui vous montrent pendant que la première intervenante partage tout ça, vous pouvez les écrire dans le chat. Et nous, on va aller piger dans ces questions-là aussi. Vous pouvez aussi, au moment de la période de questions, vous allez pouvoir lever la main, puis on va vous prendre en live. Et dernière chose, c'est si quelqu'un dit quelque chose, puis ça vous allume, ça résonne, n'hésitez pas à faire ça. Parce que là, dans notre fameux Zoom confinement, tout ça, on a comme besoin de se sentir aussi comme proactive ensemble. Fait que n'hésitez pas à faire des petits signes, des petits cœurs, des petits comme ça. Donc, est-ce que j'ai oublié quelque chose de technique, team? Non, Good? je pense que c'est bon. OK. Good. Nice. We're ready. OK. Ben, sans plus tarder, le thème, pourquoi on a choisi transgénérationnel, comprendre notre passé pour mieux se réaliser. En fait, avec le temps des fêtes qui approche, qui est souvent un temps où ben, on est amené à être en connexion avec notre famille, on s'est dit que c'était un bon moment d'aller explorer un thème qui touche nos liens familiaux, les générations passées, puis de voir comment on peut se connecter avec nos parents et nos grands-parents, pas juste d'une façon qui sont des fois des sources de trigger, mais plus comme une source d'information. Donc, de voir nos parents et nos grands-parents comme une source d'information qui peuvent nous aider pour notre propre cheminement, notre connaissance de nous-mêmes, puis notre développement personnel. Donc, c'est la raison pour laquelle on fait ça aujourd'hui. Et ben, j'ai le plaisir, on dirait que j'arrête, je respire plus. Je vais prendre une respiration. Donc, j'ai le plaisir de vous présenter notre première intervenante qui s'appelle Galina. Galina, c'est une intervenante depuis plus de 20 ans qui a fait massothérapie, hydrothérapie, homéopathie, auriculothérapie, ostéopathie, massage pour bébés, décodage de maladies. Puis, elle est maintenant, elle œuvre dans les constellations familiales. Puis, elle accompagne donc les constellations familiales partout au Québec. Donc, j'ai le plaisir de t'inviter aujourd'hui, Galina. Merci d'être là. Je suis vraiment très touchée que tu aies accepté l'invitation. Contente d'être là. J'aimerais savoir tout le monde. Hein? On voit juste un écran. Il y a une personne que je vois, que je reconnais, qui est déjà venue à des ateliers, mais les autres, je ne sais pas. Et puis, merci de m'inviter, vraiment. Ouais, ben merci. Puis, moi, Galina, je l'ai connue juste... c'est pas quelqu'un que je connais personnellement, donc j'apprends aussi à la connaître, puis je dois avouer que je suis très excitée moi-même de poser les questions et d'entendre les réponses. Je vais même ôter mes lunettes, comme ça je vous verrai moins bien, mais au moins vous n'aurez pas le reflet de la lampe dans mes lunettes. C'est bon. Donc, ben, première question, je jump right in. Oui. Qu'est-ce que ça veut dire le transgénérationnel? OK. En résumé, ça veut dire ce qui n'a pas été réglé par Pierre-Jean-Jacques ou Pierrette, Jacqueline, Janine avant nous, ça se promène dans l'arbre généalogique de branche en branche et ça se ramasse dans notre sac à dos. Les bonnes choses, mais aussi des choses moins bonnes qui peuvent nous nuire. En résumé, c'est ça. Donc, on est toutes ici nées avec un sac à dos, dès la conception même, de bonnes et de moins bonnes choses. Et on n'en a pas très souvent conscience. C'est ça, le transgénérationnel. Parfait. Puis, pourquoi on porte des choses, des bagages qui ne nous appartiennent pas? Surtout si, mettons, tu disais, il y a des bonnes choses puis des choses moins bonnes. Pourquoi puis comment ça se transmet, ces choses-là? OK. Ici, on ne parle pas nécessairement de génétique, malgré que ça affecte la génétique aussi. Par l'épigénétique, s'il y en a qui connaissent. Sinon, amusez-vous à lire sur le sujet. C'est très intéressant. Mais l'image que j'aime donner très souvent dans mes ateliers,
c'est le banc de poisson ou l'essaim d'abeilles ou le troupeau de gazelles ou de gnous ou de peu importe, mais toutes les espèces se tiennent ensemble. Si on est dans la savane africaine, qu'on est esselé, qu'on est au loin du troupeau de gazelles, puis qu'il arrive des lionnes ou des hyènes affamées, on est un paquet d'os demain. Toutes les espèces ont cette espèce de programme instinctif, comme quoi rester dans le clan, c'est ça qui donne la survie. Et on a aussi ce programme-là, nous, en tant qu'êtres humains, dans une partie de notre cerveau qui gère des instincts de base, respirer, manger, se reproduire. Et on a tendance, sans même s'en rendre compte, à continuer à faire comme le clan, comme papa, maman, ou une tante, ou une grand-mère, ou un oncle, ou parfois même arrière-grands-parents, et tout ça, sans même s'en rendre compte. Faire pareil, parce que être différent, oser sortir du troupeau, oser sortir de la petite boîte de ce qui nous a été présenté, qui était correct ou pas correct, à faire ou à ne pas faire, ça met pour le cerveau notre vie en danger. C'est pour ça que l'adolescence est souvent si difficile, parce qu'on a encore le nombril mouillé d'une certaine façon, puis en même temps, on veut être indépendant, puis on veut faire notre vie, puis on ne veut pas être comme papa ou on ne veut pas être comme maman, dans le cas de nous, les femmes, très souvent. Et ce tiraillement-là n'est pas évident à l'adolescence. Alors, sans même s'en rendre compte, on reste loyal ou on reste identifié ou on reproduit des histoires ou des destins de ceux qui nous ont précédés et ça nous permet de rester dans le clan, même si consciemment, on veut autre chose. Comme s'il y a ce qu'on veut à un certain niveau, puis ce qu'on ne veut pas qui tire dans une autre direction et qui nous amène des problématiques autant sur nous physiquement, notre santé physique, mais notre santé sexuelle, notre santé comme femme, etc. Mais ça peut être des problèmes de poids, des problèmes de toxicomanie, de dépression, de trucs comme ça. Ça peut être aussi toutes les problématiques de couple. Je ne trouve jamais le bon partenaire. Ça touche la profession, je ne trouve jamais ma place, ou on dirait que je n'ai pas le droit de vivre sur cette terre, etc., etc. Ça ratisse très large. Wow. C'est des... J'essaie d'être le plus concise parce que par expérience, je sais que ça passe vite, 20 minutes, fait que j'essaie de... C'est vraiment... tu fais super bien ça, c'est comme... Ouais, c'est vraiment bien. Bien, ça m'amène à poser la question par rapport, comme... Ben, c'est sûr qu'on est la plupart des femmes ici intéressées avec le cycle menstruel, tout ça. Donc, je me demande, est-ce que les problèmes liés au cycle menstruel pourraient avoir un lien justement avec nos ancêtres, le transgénérationnel? Ils ne font pas exception. C'est sûr que oui. Ça ne m'est pas arrivé tellement souvent, voire même quand je faisais des recherches, je n'avais pas de cas précis par rapport aux menstruations, ce qui ne veut pas dire que des facilitateurs ou animateurs partout dans le monde n'ont pas eu des cas comme ça. Mais je sais très bien, bon, à cause des autres connaissances ou ce que j'ai pu faire avant aussi, que le transgénérationnel a à voir là-dedans. Parce que forcément, bon, désolé pour les lunettes et les reflets, mais forcément, la pomme tombe pas loin du pommier. Ce qui veut dire que l'exemple qu'on a eu, soit qu'on a hérité une génétique aussi, on peut avoir hérité de cette génétique-là qui va influencer nos cycles menstruels. Mais moi, si je regarde juste moi et mes deux filles, moi, je me rendais compte que j'étais menstruée quand j'avais taché la chaise. Parce que je les voyais, je le sentais jamais venir, je n'avais pas de douleur, je n'avais pas de symptômes, bon, à part peut-être les seins sensibles. Mais une de mes deux filles aurait pu se pitcher sur les murs pour ne pas avoir mal tellement elle souffrait lors de ses menstruations. C'est complètement inconnu pour moi. Et mon autre fille était très, très bien pendant 10-15 ans des menstruations. Et là, tout à coup, elle s'est mise à avoir des problèmes. Elle a des diarrhées à chaque fois qu'elle est menstruée. Alors, va savoir, ça ne tient pas de moi, certains, mais ça peut venir du côté de leur père, par leur grand-mère, par des tantes et tout ça. Alors, il y a beaucoup de situations qui peuvent amener des difficultés avec le cycle menstruel, de choses qui sont peut-être même pas arrivées à nous. Évidemment que si notre mère n'a pas aimé être femme et tout ça,
ou que dans les anciennes générations, tu tombais menstruée, puis la maman, elle ouvrait la porte, puis elle te pitchait le papier qu'il y a dans la boîte de Tampax, puis que c'est comme ça que tu apprenais que tu allais avoir ça tous les mois. Bon, c'est évident que tu n'étais pas préparé pour ça. Mais dans les âges des personnes que je vois ici, ce ne fut pas votre cas, ce ne fut pas le mien non plus. Mais si, par exemple, même le père aussi ne nous reconnaît pas, hein, peut-être pas de vos générations, mais je l'entends tellement souvent en constellation que « Ah, petite, j'étais toujours dans les bras de papa et les genoux de papa, mais la minute que j'ai eu les seins qui ont commencé à pousser, oh, c'était fini! Plus question d'être sur les genoux de papa. » Donc, la fille se sent rejetée. Elle a besoin d'être belle dans les yeux de son papa. C'est le premier homme de notre vie, notre papa. Alors, c'est très important. Je me rappelle le père de mes filles, il me disait, ouais, la plus vieille est colleuse, nanana, et tout, puis bon, là, l'Oedipe et tout et tout. Mais il n'a jamais repoussé ses filles, il n'a jamais dépassé de limite, bien évidemment. Mais ça aussi, combien de pères ou de mononcles ou de grands-pères ont dépassé des limites, ont posé des gestes. Tout ça peut affecter le cycle. D'autres histoires qui pourraient affecter le cycle, l'influence de la religion. Où est-ce que, bon, dans le temps ici, les femmes, on ne les faisait pas étudier parce qu'on allait les marier. Alors, et la femme devenait une poule. Il n'y avait pas de contraception. Alors, on avait des enfants, un après l'autre. Quand j'allais à Chicoutimi animer, puis que la première question que je pose dans un atelier quand je travaille avec quelqu'un, quel est ton rang de fratrie? Ah, je suis la 15e de 18 ou la 18e de 21 ou des trucs comme ça. C'était comme ça à Chicoutimi. Alors, une sœur aînée devenait très vite la maman qui s'occupait de ses plus jeunes frères et sœurs parce que maman, elle n'avait pas le temps. Alors, cette femme-là, est-ce qu'elle en voulait des enfants? Pouf, elle avait déjà élevé tous ses frères et sœurs. Elle n'en voulait pas, mais dans ce temps-là, on se mariait, il fallait avoir des enfants, etc. Donc, tout ça pourrait faire en sorte qu'il y ait des problèmes de cycle menstruel parce que, veut pas, les menstruations, c'est quand même un lien direct avec le fait ou pas d'avoir des enfants. Alors, tout ce qui va pouvoir toucher ça, une tante qui est restée vieille fille, une grand-mère qui est morte en couche. Alors ça, c'est une des meilleures raisons, une grand-mère, une arrière-grand-mère, peu importe, ou même notre propre mère qui serait morte en donnant naissance à l'enfant après nous, etc. Eh bien, alors notre inconscient se dit, oh, je n'ai pas intérêt à être menstruée parce que si je suis menstruée, je pourrais avoir un enfant et si j'ai un enfant, je risque de mourir. Le cerveau, il n'est pas fou, hein? Il va nous donner la meilleure solution possible, même si c'est désagréable. Alors, il y a beaucoup de cas comme ça. Un enfant qui a été donné à l'adoption, qui n'a pas eu son lien avec sa mère, ça pourrait l'affecter de dire « je ne suis pas voulu » ou tout ça. Ou une femme qui a eu beaucoup d'avortements avant d'avoir enfin un enfant. L'enfant qui arrive dans un clan, il sait tout sur son clan sans le savoir. C'est-à-dire que c'est sûr que bébé naissant, on ne comprend rien intellectuellement encore, mais instinctivement ou dans nos mémoires, dans ce qu'on porte, on sait déjà tout sur ce qui est arrivé. Alors, il y a beaucoup d'exemples comme ça, même le féminisme en quelque part, où les femmes voulaient être comme des hommes, ils s'habillaient comme des hommes à un certain moment au début du féminisme. Je n'ai rien contre le féminisme, jusqu'à une certaine limite. Alors, devenir comme un homme, c'est presque, je ne veux même plus avoir de menstruation, je voudrais ne plus avoir d'enfants parce que moi, je veux travailler, je ne veux pas être pris entre famille et travail. La femme, ce n'est pas évident, qui veut se réaliser et professionnellement et dans sa famille. Et si, par exemple, elle était voulue comme un garçon, dans les jeunes générations, c'est beaucoup moins le cas, mais des anciennes générations où il y avait beaucoup plus de familles terriennes, le père, là, il voulait des gars pour travailler sur la terre avec lui. Et si par malheur, on a une fille, bonne chance. Bonne chance, et ça pourrait même être une très bonne raison d'être homosexuel. Tiens, je vais le faire, ton gars, papa. Je n'ai rien contre ça. C'est pas que ce soit grave d'être homosexuel, mais c'est juste pour vous dire que
ce que les parents vont vivre et ressentir dès la conception. Si on n'était pas voulu ou c'est pas le bon moment, le bébé, il vit ça comme ben, qu'est-ce que j'ai fait de mal ou on veut pas de moi ou etc. Ou si on est une fille puis qu'on est voulu comme gars, ben je suis pas voulu comme fille, etc. Donc c'est toutes des situations possibles pour affecter notre cycle menstruel ou la femme qu'on va devenir. C'est ça. Je ne sais pas si ça répond à la question un peu. En tout cas, ça donne des pistes. Oui, mais ce que j'entends, en fait, ce que j'entends, c'est à quel point on peut naître avec tout le bagage, toutes des choses qui sont innées à l'intérieur de notre enveloppe, même qui n'est pas intellectuelle, qui peut guider des choix, qui peut guider des façons d'être, des patterns qui, par la suite, on peut regarder. Je sais que tu as nommé aussi le fait que d'être homosexuel, ça pourrait avoir aussi un lien avec ça. Je veux juste faire quand même un petit bémol de dire que aussi, c'est beaucoup plus large que ça, juste pour pas qu'il y en ait qui se sentent... Ah oui, c'est sûr. Je donne une piste, mais il y a plein d'autres pistes, c'est sûr. Ça, c'est une parmi plein. Je voulais juste mettre quand même un bémol que c'est une parmi plein de pistes par rapport à ça spécifiquement. Mais ce que je trouve beau aussi, c'est de voir à quel point autant on peut avoir ce bagage-là de positif, de comment on peut avoir toute la force de nos ancêtres aussi avec nous, puis des cadeaux qu'on a en ce moment, puis de voir aussi, bon, il y a l'autre côté, des choses plus négatives. Est-ce que toi, tu as vu des choses plus positives, des exemples dans ta pratique, des gens que tu as vus qui pouvaient porter peut-être une force ou quelque chose qui avait un lien avec leur lignée, par exemple? Plein. Nos dons artistiques ou nos dons comme humanistes ou le courage, la force de vie, je veux dire plein de choses et je pense que chacune peut si elle se questionne, dire ouais, c'est vrai que j'ai pris ça de papa, j'ai pris ça de maman, etc. On a forcément toutes, c'est vrai, toutes des bonnes choses qu'on a pris des parents, à commencer par la vie. Même s'il y en a ici qui ont peut-être été donnés à l'adoption. Mais ce père et cette mère-là biologique, même si on ne les connaîtra peut-être jamais, il n'y a qu'un mot et un geste. Merci. Merci pour la vie qu'ils vous ont transmise, qu'ils nous ont transmise, parce que s'ils ne l'avaient pas transmise, on ne serait pas tous ici ensemble. C'est sûr qu'il y a une grosse blessure dans l'adoption. Mais en constellation, on finit par vraiment, je les ramène à leurs parents biologiques à travers des représentants là, et de dire merci pour la vie d'un côté et les parents adoptifs en espérant qu'ils aient eu des bons parents adoptifs, bien merci pour tout le reste, l'éducation, le toit, la nourriture, etc., la présence et tout et tout. C'est sûr que les parents biologiques ne sont pas présents quand ils ont donné l'enfant à l'adoption. Mais je veux dire, on a toutes pris tellement de belles choses et je dirais que plus les femmes sont capables, avec humilité, de dire oui à la mère qu'ils ont eue, plus ils ont des chances que tout ce qui concerne le féminin aille mieux. Wow, merci. C'est tellement des thématiques importantes, je me rends compte, dans plein de thérapies ou de façons de vouloir commencer à se regarder quand on fait une démarche, mettons, de développement personnel, à quel point nos parents sont souvent là où ça nous ramène, en fait. De dire je sais pas, ma façon dont je me sens, je me mets toujours tout petite, de voir, OK, ça a à voir avec quoi dans ma famille. De voir à quel point la famille, finalement, est toujours le point d'origine d'un développement personnel X. Je ne pense pas qu'on puisse, quand on sent qu'on a besoin de travailler sur soi pour X problématiques, on ne peut pas ne pas passer par le clan, en tout cas, un certain travail sur le clan, parce que la pomme ne tombe pas loin du pommier. Hein?
dans le verglas, là, ceux qui étaient pris dans le triangle, là, ben, les pommiers qui ont souffert du verglas, ben, toutes les pommes en ont souffert. Alors, les événements qui vont façonner notre clan ont une influence sur nous. Et plus proche de nous, bien évidemment, c'est papa, maman. Mais si, par exemple, il me venait d'autres exemples, si, par exemple, vos parents se sont séparés puis que vous avez vu maman malheureuse avec papa et que vous avez jugé, bien, pris le parti de papa, puis pris le parti de maman, puis jugé papa, puis oh, pauvre maman, puis elle était malheureuse, puis il en a pris une petite jeune où il était violent avec elle, etc. Il se peut fort bien qu'en quelque part, on ne se permette pas d'être plus heureux qu'elle après ça. Parce que comme si on portait maman. Combien d'enfants deviennent les parents de leurs parents quand des parents sont dysfonctionnels ou ne sont pas heureux? Je vois des gens qui réagissent. Si par exemple, mettons, maman est tombée enceinte trop jeune de nous, mais il n'était pas question qu'elle avorte et tout ça, donc elle nous a gardés, mais à cause de ça, elle n'a pas pu continuer des études ou elle n'a pas pu se réaliser comme elle l'aurait souhaité. Nous, dans le ventre de maman, on s'empresse, c'est notre faute si elle n'a pas pu faire ça. Alors, est-ce qu'après ça, nous, on va se permettre d'être épanouis comme femme ou de se réaliser professionnellement? Peut-être pas. Ou peut-être au contraire qu'on va se dire, maman, tu n'as pas pu travailler. Tout ça, ça se passe sans qu'on s'en rende compte. Mais ce que le bébé ou la petite fille peut se dire, c'est tu n'as pas réussi à te réaliser, à étudier, etc. Moi, je vais le faire. Puis je vais le faire tellement que je vais mettre de côté la famille et tout ça. Et je vais juste réaliser la profession que tu aurais voulu avoir et je vais exceller là-dedans alors que tu n'as pas pu. Toutes ces possibilités sont là. Wow. Bien, j'ai envie de, justement, par rapport à maman, papa, voir si concrètement le temps des fêtes arrive. Comme j'ai dit en introduction, c'est comme un moment assez fertile. Puis en plus, ça va être un temps des fêtes qui nous amène à nous réinventer. Donc, d'utiliser, de faire ça différemment, en fait. Carrément, c'est de réinventer la tradition. Moi, je suis très intéressée de voir comment on peut prendre ça comme une opportunité, justement, pour peut-être aller plus à l'essence, connecter d'une autre façon avec nos proches, notre famille. Puis, j'étais curieuse de te demander si tu aurais comme une petite base de liste de questions que tu nous suggères de poser à nos parents, que ce soit papa ou maman, pour qu'on puisse commencer à investiguer un peu sur des patterns, des choses que ça peut nous pointer, en fait. Et je dirais que la première règle, c'est surtout ne jamais les culpabiliser. Parce que là, ils vont se fermer comme des huîtres. Ne vous présentez pas comme « Oh, je suis malheureuse, puis rien qui va comme ma vie, puis c'est à cause de toi, papa et maman. » Même si vous ne le dites pas avec ces mots-là, ils vont le sentir, puis ils ne vous donneront jamais d'infos. Mais si vous pensez un peu à peut-être vos grands-parents, vos parents, et cherchez toutes les bonnes raisons qu'ils auraient eu de ne pas avoir d'enfants. Des fois, il y en a qui étaient très pauvres, il y en a qui n'ont pas pu étudier, il y en a qui étaient malades, il y en a qui, le couple, ça ne marchait pas, etc. Et des fois, on se dit, waouh, c'est vraiment un miracle qu'on soit là. Parce que vraiment, là, toute femme qui a été violentée, abusée sexuellement, violée, etc., elle aurait toutes les bonnes raisons du monde de ne pas avoir d'enfants. Toute femme qui était une aînée de famille de 15, 18 et je ne sais pas combien d'enfants et qui s'est occupée de ses frères et sœurs, elle aurait toutes les bonnes raisons du monde de dire « moi, ça va être la pilule entre les deux genoux, puis je ne me marierai pas, puis il n'est pas question que j'ai des enfants, j'en ai déjà assez élevé comme ça. » Alors, approchez vos parents en disant « un petit mensonge, c'est jamais mauvais. » Dans le sens, je suis en train d'écrire un peu sur la famille, je suis en train de voir toutes les forces et toutes les choses de la famille et toutes vos histoires. Et c'est comme, waouh, des fois, je me dis, c'est vraiment incroyable que je sois là. Tu sais, puis je sais pas, j'aimerais savoir, parce qu'il me semble que dans ton temps, papa, ou dans ton temps, maman, c'était pas si évident, ne serait-ce que, je sais pas, la sexualité, personne parlait de ça, ou je veux dire, avoir des enfants, bon, peut-être que maman, toi, tu étais à une époque où peut-être tu aurais voulu étudier, donc, vous soyez comme innocent dans votre façon de poser des questions ou quand vous connaissez le cas, mettons que vous savez que maman, elle était l'aînée de 14 enfants, de lui dire, pas
pas lui dire « Est-ce que tu voulais des enfants? » mais lui dire « Ouais, moi, je pense, maman, que si j'avais été la première de 14 enfants, là, ça m'aurait jamais tenté d'en avoir. Merci, maman, d'en avoir eu. Ça devait pas être évident pour toi. » Et là, elle va se faire prendre au jeu, puis elle va dire « Non, c'est sûr. C'est sûr que c'était pas évident, mais dans ce temps-là, on se mariait, puis on avait des enfants. C'était ça. Donc, quand vous entendez ça, vous savez que maman, elle voulait pas nécessairement des enfants. Mais c'est pas obligé de lui poser les questions de façon si directe, comme de vous imaginer à leur place et de voir comment vous pourriez vous sentir en connaissant leur histoire, puis en leur disant, ouais, peut-être que après tout, je suis pas sûre, hein, moi, je te trouve bon, papa, d'avoir décidé d'en avoir 3 alors que tu as perdu tes 2 parents quand tu avais 3 ans, ils sont morts d'un accident et tout ça, c'est comme, wow, tu sais, tu n'avais pas peur, toi, de mourir quand tu allais être papa, tu sais. Donc, faites les innocentes, puis posez des questions comme ça en sachant c'était comment dans leur temps. Et à ce moment-là, ils ne vont pas sentir que vous venez les attaquer pour les culpabiliser de votre malheur. Parce que c'est toujours le risque là-dedans. Je comprends. C'est bien d'apporter cette douceur-là dans la façon d'approcher nos parents, surtout puis de se mettre à leur place. Je pense que c'est clé. Je vois le temps qui passe, puis je veux absolument poser cette question. Moi, je n'ai jamais fait d'arbre généalogique. Je me disais peut-être que ce serait une belle façon de commencer d'investiguer un peu sur mon passé, d'aller chercher des pépites d'informations qui pourraient éventuellement m'aider à avoir une prise de conscience pour ma propre vie. Puis je me demandais, est-ce que tu as un truc concrètement, comment on peut faire pour, si moi j'ai le goût de commencer à faire un arbre généalogique, as-tu des trucs, conseils, des sites, des places où nous amener? Pas vraiment. Je veux dire, chacun peut le dessiner comme il veut, son arbre. Mais je vous dis, dans le sens qu'on met toujours les personnes d'une génération sur la même ligne. Et je vous dirais, oui, une chose, faites-le au crayon à mine, puis prenez-vous un grand carton parce que vous allez voir, oh zut, c'est vrai, il y en a 14, maman est la 7e, mais ici, il y en a 18 sur le même étage. Oh zut, là, ils sont tous pris. Alors, OK, il faut effacer, puis retasser, puis ça. OK? Ensuite, faites vos Sherlock Holmes. Posez des questions. Vous êtes plus jeune, les frères, les sœurs aînées. Les femmes parlent beaucoup plus que les hommes, OK? C'est plutôt difficile de faire parler un homme en général. « Oh, ça fait longtemps que vous n'avez pas vu une matante. » Organisez-vous pour aller la voir. Organisez-vous pour poser des questions, pour les voir, sans être brusque et tout ça. Et puis, on peut se le dessiner sur un grand carton. Et après ça, on peut utiliser une couleur. Par exemple, toutes les femmes qui ont eu des abus, alors, ils ne vous le diront pas nécessairement straight comme ça, mais des fois, il y a des cousines qui ont des soupçons, etc. Et plus on va chercher, je dirais, plus la vie va vous mettre en contact avec quelqu'un de votre clan que vous n'avez pas vu depuis je ne sais pas combien de temps, vous rentrez quasiment dedans un coin de rue, puis commencez à vraiment vouloir trouver des réponses par rapport à votre clan. Et vous allez voir que la vie va vous aider là-dedans. Et ensuite, de le dessiner, bien là, j'ai pas du tout pensé, j'aurais pu le mettre sur papier, juste comment vous le dessinez, et vous devez toujours prendre en compte aussi toutes les fausses couches et les avortements. Ils sont des débuts de vie, ils ont existé. Alors, si maman a perdu un enfant avant vous, vous n'êtes pas l'aîné, vous êtes la deuxième. Ça ne veut pas dire en importance, ça veut juste dire en ordre. Donc, c'est important que dans votre arbre généalogique, tout le monde ait sa place. Il y a beaucoup de gens à inclure dans un arbre. Il y a aussi des anciens partenaires de papa ou de maman avec leurs fausses couches, leurs avortements, leurs enfants. Ils font en quelque part partie du clan d'une certaine façon. Alors, c'est sûr, je ne peux pas donner un cours sur comment bâtir un arbre ici, mais je vous dirais, faites les Sherlock Holmes, même si vous ne le bâtissez pas en 2D, vous ne le dessinez pas, au moins essayez d'avoir, surtout si vous avez des enfants aussi, le plus d'infos que vous pouvez de tous ceux qui sont vivants. Ah, c'est bon. Puis, par rapport aux constellations familiales, donc, peux-tu nous dire quelques mots sur c'est quoi cette pratique-là? L'outil des constellations. Okay, donc, la constellation est une approche développée par M. Bert Hellinger, un Allemand qui est mort l'an passé à 93 ou 94 ans, qui a travaillé
jusqu'à pas longtemps avant sa mort. Et c'est une approche créée pour se vivre en groupe où on va faire une mise en scène, c'est-à-dire qu'une personne se prépare, elle a un enjeu. Je voudrais réussir ma vie de couple. OK. Elle a un questionnaire que je lui envoie pour essayer d'avoir le plus de faits possibles concernant son clan. Quand c'est son tour de faire une constellation, elle me dit son objectif. Je pose quelques questions. Dans le cas de la vie de couple, je dirais, est-ce que tes parents sont encore en vie? Est-ce qu'ils sont encore ensemble? S'ils ne sont plus ensemble, quel âge avaient quand ils sont séparés? Tu es allé vivre avec qui? Est-ce qu'il y a des ex-partenaires de papa ou maman importants, etc.? Qu'est-ce que tu connais de la vie des deux couples de grands-parents et tout? Et là, je propose à la personne, OK, en ayant entendu ça, je lui dis, là, tu regardes le groupe, on est dans un grand cercle, on est peut-être 10, 15, 20 personnes, rarement beaucoup plus que 15, et je veux dire, va vers une personne sans réfléchir, va choisir quelqu'un pour être ton père, place-le debout où tu veux dans le cercle. Place maman, place le premier amoureux de maman qui est mort à la guerre, place la première femme de papa qui est morte en donnant naissance à leur enfant qui lui aussi est mort, et prends quelqu'un pour te représenter aussi et place-le. Donc, elle va placer 5 personnes debout. Et à partir de là, les gens ont un ressenti, une sensation physique, une émotion, un mot ou une image qui revient constamment. Et la constellation commence là. C'est qu'au fond, elle nous permet de faire la lumière sur la dynamique. À qui la cliente, là, mettons, je vais l'appeler, à qui elle est loyale, à qui elle est identifiée? À maman qui n'a jamais pu épouser l'homme qu'elle aimait parce qu'il est mort à la guerre. Donc, cette femme-là, si c'est ça sa loyauté, elle ne trouve jamais le bon partenaire. Ou peut-être à papa qui a une tristesse immense d'avoir perdu lui aussi la femme de sa vie. Ça pourrait être, mettons que papa, lui, maman, c'était sa première femme. Il n'a pas perdu sa première femme, OK? Alors lui, il ne s'est jamais senti choisi parce que ce n'est pas vrai que cette femme-là, elle est venue vers papa avec un cœur rempli d'amour. Elle avait l'autre dans sa tête. Surtout qu'elle n'a pas vécu avec, alors il est encore plus beau qu'elle pouvait l'imaginer. Donc, peut-être que la fille, la cliente, est loyale à son papa, qui n'est jamais vraiment choisi. Alors, elle se ramasse avec des gens qui ne sont pas vraiment disponibles pour elle. Des gars déjà mariés, des gens qui ne sont pas prêts à se mettre dans une relation de couple, mais qui veulent que du sexe, etc., etc. Donc, quand la dynamique m'apparaît clairement, là, je vais dire à la cliente, remercie celle qui t'a représentée et viens prendre ta place. Et là, je vais travailler avec elle pour reconnaître le destin, nommer c'était quoi la dynamique. Regarde ta représentante, elle n'arrêtait pas de regarder maman, puis elle pleurait quand elle regardait sa maman et tout ça. J'ai dit, est-ce que tu peux dire à maman, je suis tellement triste, je suis tellement désolée pour toi, maman, que tu n'aies pas pu épouser l'homme que tu aimais. Et je vais proposer un échange de phrases entre les deux. Regardez ce premier homme-là qui est mort, même si on ne sait pas son nom, et dire, je suis désolée pour ton destin et je sais que maman et toi, vous vous aimiez, mais si tu étais encore vivant, je ne serais pas là. Alors, j'honore ton destin, mais moi, je suis contente d'être en vie. Regardez papa aussi en disant, je suis désolée pour toi, papa, que peut-être maman t'a jamais vraiment choisi. Mais ça, c'est votre affaire à vous deux, c'est votre histoire. Est-ce que vous pouvez juste me bénir puis que je vous laisse vos fardeaux? Là, je le simplifie, là, ça ne se fait pas vite comme ça. Mais je vais vous laisser le fardeau de cette vie de couple qui n'était peut-être pas si heureuse que ça. Puis moi, j'ai le droit de réussir la mienne, même si vous ne l'avez pas réussi, puis les parents ne demandent pas mieux. Hein, pour vous toutes ici qui avez des enfants, c'est sûr que vous en avez fait des erreurs. En tout cas, moi, j'en ai fait. Et puis, je les assume, mes erreurs. Puis mes filles, ben, ils iront faire des constellations, des thérapies ou je ne sais pas trop quoi. Eux autres aussi, peu importe. Mais c'est sûr que je voulais le mieux pour eux, même si j'ai fait des erreurs. Puis je suis sûre que vous toutes ici qui avez des enfants, même si vous avez fait des erreurs ou même si vous êtes pauvre ou que ça ne marche pas avec leur père ou peu importe, vous souhaitez le mieux pour vos enfants. Bien, sachez qu'en arrière, c'est la même chose. Les parents, les 4 grands-parents, les 8 arrière-grands-parents et ainsi de suite, ils voulaient le mieux, mais ils ont mal fait de leur mieux. Alors, les constellations, c'est ça. C'est vrai que ça se travaille aussi en individuel ou par Skype.
mais c'est vraiment créé pour se vivre en groupe et c'est Ok. tellement puissant de voir de parfaits inconnus qui vont représenter des membres de notre clan, qui vont sortir des mots ou prendre une attitude physique ou de dire « mais mon Dieu, c'était mon père tout craché » ou « ma mère, elle avait toujours cette expression-là dans la bouche ». Tu te dis « mais my God, comment ils savent ça ?» Hmm. Alors, c'est très puissant de le vivre en groupe, d'autant plus qu'on a souvent 5 constellations dans une journée, donc je vais travailler 5 histoires et que dans les 4 autres histoires qui n'est pas celle du client A, mettons, mais lui, elle peut être choisie pour représenter du monde dans les 4 autres constellations et surfer là-dessus. Parce que même si on a toutes des histoires différentes, on a tous les mêmes besoins de base et ça se ramène à pas grand-chose au départ. Le premier besoin étant « OK, belle, hein? Vous ne trouvez pas qu'elle est belle? » Mais ça, est-ce qu'on l'a tout eu ici? Je ne sais pas. Moi, ma mère, elle a voulu m'avorter. Alors, merci qu'elle ne l'ait pas faite parce que je ne serais pas là devant vous. Mais disons que ça part mal in utero, là, le ressenti pour le bébé que j'étais, ouch. Et je l'ai travaillé. Puis merci à maman. Parce qu'elle m'a gardée, puis elle m'a dit, quand je t'ai vue dans les bras, elle dit, c'était le coup de foudre. Ouf, tant mieux. Mais n'empêche que ce désir d'avortement-là, moi, le bébé qui était là dans son ventre, je l'ai ressenti. C'est fou de voir à quel point ça peut aller loin. Oui, puis arrêtez-moi quelqu'un, là, parce que... Oui, mais je t'arrête. C'est bon. C'est moi la personne. Non, mais vraiment, merci, Galina. Je sais que c'était un challenge de vouloir te donner le plus d'informations dans ce 20 minutes-là. Mais je suis très, très contente de la façon que tu as pu nous présenter ça. Et j'aimerais, pour intégrer aussi toutes ces paroles-là, je pense qu'il s'est dit beaucoup d'informations dans les tables rouges, celles qui sont là depuis le début, qui font partie de la communauté. C'est comme si on veut prendre tout le savoir qui est mental, en fait, toute l'information qu'on vient de recevoir mentalement, que ça ait résonné ou pas, parce qu'encore une fois, j'aime rappeler qu'on prend ce qui est bon pour nous, puis on peut laisser aussi ce qui ne résonne pas. Donc, juste de prendre cette information-là, puis juste l'amener amener ça dans le corps, puis dans nos cellules pour l'absorber. Donc, je propose une petite visualisation. Galina, si tu peux nous faire imaginer notre lignée. Okay. Est-ce que c'est trop un challenge de te demander de faire ça en 3 minutes? Non. C'est bon? Alors, je vous invite vraiment toutes à fermer les yeux, juste à laisser de côté pour 3 minutes les dossiers préoccupants, là, professionnels, personnels, familiales ou autres. Et imaginez que vous êtes liés par vos pieds à la mère Terre et par le haut de votre corps, disons, au ciel, comme si l'énergie des deux se rejoignait dans votre cœur. Et vous allez imaginer derrière vous papa et maman. Alors, s'il y en a qui sont adoptés et que vous n'avez jamais vu vos parents biologiques, imaginez un homme et une femme derrière vous comme étant les parents biologiques et un homme et une femme pour les parents adoptifs que vous connaissez. Et derrière ces parents-là, vous imaginez vos grands-parents. Donc 4 habituellement, 8 si quelqu'un est adopté, quelqu'une est adoptée. Et derrière ces grands-parents, je vais parler pour la majorité des gens, derrière les 4 grands-parents, il y a 8 arrière-grands-parents. Alors, vous n'avez pas besoin d'imaginer vos arrière-grands-parents, vous, si rendus là, vous ne savez même pas de quoi ils ont l'air, ce n'est pas grave. Et on va juste, sans forcer notre cerveau, juste imaginer, savoir, imaginer qu'il y en a 16 arrière-arrière et 32 et 64, ainsi de suite. Hein. 10 générations derrière nous, c'est 2046 personnes, juste 10. Alors, il y a beaucoup de monde derrière nous. Faites juste vous ouvrir à ressentir qu'ils sont tous là derrière nous. Qu'on les aime pas, que notre relation a été bonne ou pas bonne. Juste accepter et ressentir qu'ils sont là derrière nous. Et après ça, loin, 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 imaginez très, 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 très loin tout ce monde-là.
il y a une lumière qui arrive, une étincelle. C'est cette étincelle de vie, c'est cette lumière de vie qui existe depuis la nuit des temps et qui est arrivée. Hein, nos parents n'ont pas façonné la vie, ils l'ont transmise, la vie. Ce n'est pas eux qui l'ont donnée. Ils n'ont pas pu la faire, cette étincelle-là de vie. Eux autres même l'ont reçue. Alors, cette lumière de vie, cette étincelle de vie, voyez-la arriver loin derrière vous. Et de cœur en cœur, d'une génération, du cœur, des cœurs des personnes d'une génération, ça va au cœur de la génération d'en avant. Et voyez-la arriver chez les 8 arrière-grands-parents dans leur cœur. Et ils l'ont transmise aux 4 grands-parents qui l'ont reçue dans leur cœur. Et ces 4 grands-parents-là l'ont transmise à nos 2 parents qui l'ont reçue dans leur cœur. Et ces 2 parents-là nous l'ont transmise à nous. Alors recevez-la dans votre cœur, cette lumière de vie, cette étincelle de vie, ce qui fait que soudainement, lors de cet événement miracle du spermatozoïde qui est rentré dans l'ovule, cette vie, elle a commencé. Puis 2, puis 4, puis 8, puis 16 cellules, puis la morula, la blastula, ou je ne sais plus dans quel ordre, et puis l'embryon, le fœtus, etc., pour devenir ce bébé, pour devenir cet enfant, pour devenir cette adolescente et cette femme adulte. Mais chacune de nous, cette lumière de vie, elle avait une couleur, une teinte particulière, elle avait une note, une harmonie particulière, ce qui fait que chacune de nous, elle est unique. Et si vous en êtes capable, juste mettez vos mains sur votre cœur et dans ce que vous êtes capable, en silence intérieurement, vous dites merci à tous ces ancêtres. Parce que c'est sûr que la vie, elle n'a pas été facile pour tout le monde derrière vous. Et malgré tout, ils ont transmis cette lumière de vie. Alors prenez-la, prenez comme toutes les qualités, toutes les bénédictions de toutes ces personnes qui sont derrière vous, qui ont participé à faire de vous qui vous êtes et qui au plus profond de leur cœur, de leur âme, même s'ils n'ont peut-être pas pu vous le dire, ils souhaitent juste que vous les dépassiez, que vous soyez plus heureuse comme femme, comme être humain, comme mère, comme épouse, comme professionnelle, qu'eux autres ont peut-être pu l'être. Comme vous le souhaitez à vos enfants, si vous en avez, qui seraient devant vous dans la génération suivante. Quand on arrive à dire merci sincèrement, en laissant tout ce qui serait des non-merci en arrière de nous pour qu'eux les portent, leur culpabilité, leur coup manqué, ça leur appartient, on leur laisse. Mais nous, on prend juste ce qui est bon pour nous, mais à commencer par la vie, ça on l'a eu à 100%. Merci. Ça fait du bien. Merci, Galina, pour ton partage. On se retrouve à la période de questions à la fin. Parfait. Wow! Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'a fait voler. Donc, nous sommes prêts pour l'intervenante numéro 2, que j'ai le plaisir de présenter, Julie. Julie, qui est une grande amie, en fait, depuis des années. Je dirais une personne que j'ai beaucoup de respect pour, que j'ai eu la chance de marcher à ses côtés dans différents contextes.
Donc, Julie, c'est une passionnée du lien à soi, des liens humains-nature et de la communication consciente. Donc, elle est formée, certifiée en communication non violente. Fais donc un petit truc comme ça, ceux qui savent c'est quoi de la communication non violente, juste pour avoir une idée. OK, super. Génial. Elle fait ça depuis plus de 10 ans et elle fait également de l'accompagnement individuel en focusing. Donc, elle vient nous parler un peu de comment ces outils-là peuvent venir enrichir notre façon de communiquer, mais aussi pour faire un lien avec ce qu'on a appris avec Galina, c'est aussi pour moi, ça faisait du sens de dire, OK, ben, si on invite quelqu'un qui va nous apporter juste la lumière sur comment on peut aller interroger notre passé, comment on peut se servir de notre passé pour faire de notre présent quelque chose d'encore mieux, bien, on va avoir besoin d'outils pour bien communiquer, puis bien communiquer aussi, puis d'aller voir qu'est-ce que ça nous fait en dedans, de démystifier tout ça. Donc, c'est la raison pour laquelle on l'a invité ce soir. Donc, Julie, merci d'être là avec nous. Ça me fait vraiment plaisir. Ça me réjouit profondément d'être là. Dans ce bel événement, cette belle communauté. Merci. Yay! Donc, première question que j'ai envie de te poser, c'est peux-tu nous partager un peu ton parcours? Puis, à travers ton parcours, ça a été quoi les outils qui t'ont permis de commencer ton travail, je dirais, intérieur, puis d'aller rencontrer tes propres bagages transgénérationnels, dans le fond, à toi? Oui, ben, ça fait quand même longtemps, peut-être une quinzaine d'années, mais il y a eu certains déclencheurs. C'est sûr qu'il y a eu des contextes où, moi, c'est beaucoup à travers justement mes relations, où est-ce que j'ai vu des nœuds, des limites, des blocages, des blessures, que je me suis interrogée, puis j'ai voulu chercher des outils. Fait que suite à, disons, les premières expériences professionnelles dans ma vingtaine, où j'étais beaucoup dans les groupes, des collectifs militants, j'ai étudié à l'UQAM, puis tout ça, puis après ça, j'ai voyagé pendant plusieurs années en Amérique du Sud. Fait que j'ai été dans des contextes interculturels. Fait que quand je suis revenue un peu de toute cette première tranche de vie adulte, là, autour de 25-26 ans, je suis revenue à Montréal très perdue, très blessée dans mon cœur, puis je cherchais de l'aide. Puis la vie a amené sur mon chemin toutes sortes de ressources. Fait que ça a commencé beaucoup avec la découverte de la communication non violente, parce que c'est un outil qui enseigne l'empathie, l'écoute profonde. Puis ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment le goût d'aller plus loin dans différents contextes où je vivais des incompréhensions totales, où intellectuellement, je pouvais vraiment me rejoindre avec des gens, mais là, tous les mécanismes de défense qui embarquaient, là, ça dépassait complètement mes ressources. Fait que ça m'a amené à découvrir cet outil-là en premier. Ça a été vraiment ça, la base, là. Puis je vous invite à aller lire, regarder des vidéos, communication non violente, Marshall Rosenberg, vraiment puissant. Puis là-dedans, ben, j'ai commencé... Oui, d'ailleurs, il y en a qui étaient dans mes ateliers dans le passé. Salut tout le monde qui sont là ce soir, c'est très cool de vous voir. Ça m'a amené après ça, en commençant ce travail-là sur moi, parce que veux pas, pour développer une écoute de l'autre, puis commencer à reconnaître l'émotionnel, parce que pour commencer à apprendre l'empathie, bon, il y a toutes sortes de façons de faire ça, mais dans cette démarche-là, il y a vraiment un accueil de tout ce qui en nous analyse, pense, critique, juge, tout ce qui nous amène loin de l'empathie, qui nous déconnecte. Fait que quand on commence à reconnaître ça, comment on fait pour l'accueillir? Puis on développe tout ce qui est comme notre qualité de présence, l'accueil, puis là, comment on fait ça? Fait que là, ça nous amène à voir en dedans de nous où est-ce qu'on est confortable avec certaines émotions, puis certaines autres émotions qui sont plus difficiles à accueillir. Fait que là, ça commence par nous, parce que nous, on est l'outil premier pour être en lien avec l'autre. Fait que là, ça nous amène à nous ressentir puis voir nos propres limites. Puis là, à partir de là, ben, commencer un chemin d'auto-accompagnement, d'auto-empathie, de découverte de soi. Fait que c'est là que, quand tu commences à regarder à l'intérieur de toi, ben, il y a un paquet d'affaires inconscients, comme tu as nommé si bien tantôt, Galina. On a un bagage très inconscient qui
qui demande juste à être vu puis à être reconnu à quelque part. C'est dans nos liens beaucoup que moi je le vois, puis quand j'enseigne, entre autres, la CNV, c'est là qu'on part. On part par un conflit, une dynamique où est-ce que tu n'es pas dans ton pouvoir, puis à partir de là, on revient à soi pour aller investiguer, puis voir c'est quoi qui nous habite, c'est quoi nos bagages de blessures, nos besoins. On découvre tout le langage des besoins. Qu'est-ce que ça veut dire, les besoins? C'est l'énergie de vie, les valeurs, ce qui veut être nourri à l'intérieur de nous. Puis à partir de là, ben, je suis allée vers le focusing. Parce que là, quand tu commences à descendre dans l'inconscient, j'ai fait aussi une couple d'années de travail très approfondi sur mes rêves. Là, c'est toutes les symboliques. Puis le focusing qui est une autre branche très intéressante où est-ce qu'on va dans l'écoute de soi, dans le ressenti corporel. C'est sûr que ça pourrait être sujet d'une présentation de 2 heures, le focusing et la CNV. Fait que là, moi, j'essaie de peut-être juste vous semer quelques graines là, ce soir. Fait que là, en commençant à mettre mon attention à l'intérieur, où je voyais, mettons, moi, mes limites à être avec quelqu'un qui est en colère. Moi, quelqu'un qui est en colère, ça me coupait, ça me figeait. Bon, quand je commence à écouter cette partie-là de moi, qui se sent comme ça, ben là, souvent, il y a des racines en dessous. Puis là, c'est là que les mémoires, mais c'est pas avec l'analyse intellectuelle, c'est dans un état de présence qui peut ressembler à la méditation, les yeux fermés, que je suis en lien avec cette part-là de moi, puis là, ça me le montre, cette chose-là, ce blocage-là, me le montre. Moi, c'est comme ça que j'ai découvert que j'avais un bagage de ma mère. C'est pas quelque chose que je t'ai intéressée pantoute intellectuellement, là. C'est qu'en allant là, voir qu'est-ce qui fait que je suis pas capable d'être dans une réunion de groupe et quelqu'un est en colère. Je me suis mis en lien avec cette part-là de moi, exemple, puis là, ça montre, ben là, ça vient d'ailleurs, ça vient, par exemple, de ma mère. Fait que là, je vous ai donné un exemple tout à fait fictif, là, juste parce que ça servait pédagogiquement. Mais c'est comme ça que moi, si on pourrait y aller, là, si on a assez de temps, je pourrais vous donner des exemples concrets de moi, ce que j'ai trouvé qui venait de ma mère, ma grand-mère, etc. Ben, moi, j'aimerais ça. Ouais, des exemples de ça. Ben, je pense que, tu sais, de ton expérience, c'est ça, qu'est-ce que tu as découvert concrètement à travers ça? Si tu as envie de nous en partager quelques-uns, je pense que ça pourrait... Ouais. Ben, il y en a plusieurs. Laquelle choisir dans l'instant? C'est sûr qu'une de mes blessures principales, moi, c'est enfant unique. Je vois qu'en relation, c'est moins là aujourd'hui, mais avant que je travaille sur moi et que je sois capable d'être là pour cette part-là de moi, je m'attirais des situations où est-ce que je me sentais tout le temps toute seule. Puis là, en investiguant bien sûr mon histoire de vie, j'ai compris que mes 2 parents, à moi, étaient alcooliques, entre autres. Fait que ça, vibratoirement, comme traumatisme, ça fait qu'énergétiquement, ça, c'est des études sur lesquelles je suis tombée en étudiant ceux qui étudient les traumatismes. C'est que vibratoirement, tu te sens seul parce qu'eux sont engourdis énergétiquement. Fait que là, rationnellement, j'ai compris encore plus. OK, cette petite fille-là à l'intérieur de moi, elle vit ça toute son enfance, là, de chercher une connexion vibratoire, mais qu'eux autres, ils sont engourdis. Mais moi, dans mon histoire personnelle, mes parents, ils m'aiment, ils ont été là, ils ont été généreux. Tu sais, c'est comme, j'ai pas été maltraitée, battue. Ils ont soutenu ma vie. J'ai fait des choix comme... J'ai été très libre, là. Ils m'ont encouragée. J'ai étudié en art, j'ai étudié en... Tout ce que j'ai étudié, il était en support à ça. Fait qu'ici, j'avais une idée belle de mon enfance. Mais là, quand je vais dans mon corps, mais c'est d'autres mémoires qui sont enregistrées. C'est ça que j'ai accédé avec le focusing. Wow. Donc, des mémoires de me sentir seule. Puis quand je suis allée dans ces voyages-là intérieurs, ça me montrait, exemple, des mémoires très photographiques, là. Je suis dans mon lit, j'ai froid, je suis figée.
ça se sent tout seul au monde. Tu sais, c'est très précis. Mais là, si on veut parler d'intergénérationnel, ben là, dans ces sessions-là de focusing, des fois, ça m'est arrivé sans le vouloir. Exemple, à travers les blessures du cœur. Ça, c'est un thème très intergénérationnel. Ma grand-mère a eu 2 peacemakers, tu sais, dans sa vie. Pas une vie amoureuse facile. Et ma mère avait la haute pression, tu sais, des palpitations, des choses comme ça. Fait que les défis avec mon père aussi. Fait que le côté relation amoureuse. Mais dans les sessions de plonge intérieure, je voyageais dans les yeux de ma mère. Fait que tu as parlé de ça tantôt aussi, Galina. Là, j'ai pris une note, je voulais juste... C'est quand on disait m'imaginer dans leur peau, là, s'imaginer dans la peau de nos parents, ce qu'eux ils ont vécu, ben on peut le rencontrer expérientiellement dans ce genre de session de focusing. J'ai été directement dans l'expérience du cœur de ma grand-mère et du cœur de ma mère. Puis, je vais m'arrêter là. Wow! Oh, mais merci. C'est surprenant. C'est pas que ce que je voulais aller là, c'est que ça peut t'amener là. Ce genre de démarche-là, il permet de plonger dans l'inconscient. Ouais, et c'est de beau libérer l'émotionnel. C'est ça qu'on veut. C'est parce qu'il y a de l'émotionnel qui se transmet, qui est cristallisé. Puis quand tu donnes de l'empathie aujourd'hui, ça permet de revenir à la vie, retrouver tes ressources. Parce que je t'ai coupé, mais j'avais... Non, c'est parfait. C'est parfait. Non, j'allais juste dire merci de partager des histoires, vraiment du vécu, puis de partager ton histoire personnelle, parce que je pense que ça nous permet de comprendre, de se rattacher à quelque chose d'autre que le concept, puis de vraiment voir, faire des liens aussi avec nos vies. En tout cas, juste j'honore le fait que tu t'ouvres à nous dans notre safe space avec notre communauté. Fait que, ben oui, ça fait plaisir. Puis peut-être, comment ça t'a aidé dans ta vie, en fait, le focusing pour toi? Puis comment t'aides les personnes avec qui tu travailles grâce au focusing? Ben, c'est ça. C'est sûr, je travaille beaucoup avec les 2 outils, mais le focusing permet d'aller dans l'inconscient avec le thème de ce soir. Mais après ça, quand tu ressors puis tu viens en couple, là, c'est une vie de tête dans ce schéma-là de relationnel. Mais comment ça m'aide moi ou comment ça aide les clients? C'est ça que tu voudrais un peu des exemples? Oui. Ben, ça aide à beaucoup enlever la charge d'émotion. Parce que ça l'apaise. Ça l'apaise ce que tu portes, en fait, parce que tu comprends ce que tu vis, tu as plus de lucidité, clarté sur l'ensemble des parts de toi qui sont en jeu. Admettons que tu vis un dynamique, dilemme, doute, confusion dans une situation, ou tu as une relation pas facile, exemple, avec un de tes parents ou ton amoureux, c'est des relations comme principalement chargées. Ben, quand tu plonges en dedans de toi, puis tu te donnes un espace d'empathie pour toi, tu te permets de te désidentifier, prendre du recul, comprendre, mais surtout accueillir, avoir une tendresse, une bienveillance, une présence ancrée pour toi-même. Puis après ça, ben, ce que ça fait dans cette nouvelle clarté-là, quand tu as entendu toutes les parts de toi, parce que souvent, ben, tu sais, on peut être très incohérent. C'est un jugement de ça, mais tu sais, on veut une affaire, mais en même temps, on veut pas ça. Puis là, on est comme très dans notre tête. Fait que là, quand tu te plonges en dedans, puis tu inclus aussi la sagesse de ton corps, tu sais, les mal de cou, de dos, tu sais, c'est tout relié, là, à ce qu'on porte. Fait que veux pas, ça détend, puis ça permet de t'aligner avec des choix aussi. Qu'est-ce que tu fais si tu vois que tu t'attires tout le temps ce genre de situation-là, OK, puis où est-ce que tel besoin dans ta vie n'est pas nourri? OK, bien, toi, tu en es responsable de cette part-là, de toi, de ce désir-là, de cette aspiration-là. Fait que ça te redonne du pouvoir aussi.
Fait que c'est ce que je vois chez les gens. Ça leur permet d'être plus clair. Mais c'est un travail qui demande d'être ancré. C'est sûr que quelqu'un qui est déjà, c'est quelque chose qui demande une solidité d'aller dans ce chemin-là intérieur. C'est parce que faut avoir des bonnes racines, parce que ça prend... C'est pas long que tu es déjà en lien avec un bagage, là. Tu fermes les yeux, puis tout est là. Tout attend ta présence. Tout attend à l'intérieur. Fait que, ouais, c'est ça. Wow. Je relate beaucoup à quand tu fermes les yeux que tout est là puis attend. C'est comme si on est tellement busy à être dans le monde, à l'extérieur, puis comme faire le truc. Puis là, quand tu fermes les yeux, puis tu dis, oh, wow, OK, il y a tout ça qui se bouge aussi en dedans. Tu sais, ça pourrait être une full-time job de juste fermer les yeux. Absolument. De regarder qu'est-ce qui se passe en dedans, tu sais. Fait que, ouais. J'ai pensé aussi de plutôt être des human beings que des human doings. Absolument. Amener l'être en priorité. Bien, équilibrer, tu sais. Parce que quand le faire est connecté dans l'être, bien là, c'est créativité infinie, on a plein d'énergie. Mais quand le faire est déconnecté de l'être, c'est là qu'on souffre, puis souvent on tombe malade, puis on a toutes sortes de conséquences que plusieurs d'entre nous ont sûrement vécues. Oui, ben en tout cas, ce que je retiens, ce que je trouve beau, c'est comme un rappel, tu sais, autant du partage de Galina que du tien, c'est un rappel qu'on est tellement plus que qu'est-ce qu'on pense qu'on est, puis qu'est-ce qu'on pense qu'on porte, puis que c'est grâce à cette petite curiosité-là, puis ce petit effort d'être présent pour soi-même, qu'on peut aller découvrir les cadeaux. Puis aussi de déballer peut-être les choses qui nous servent moins, de dire, ah, ben, regarde, cette roche-là est lourde, puis crime, j'en ai pas besoin, mais de la mettre de côté. Puis c'est beau de voir qu'il y a des outils pour le faire, que ce soit la constellation familiale, le focusing, la CNV. Il y a des gens qui se dédient à ça dans leur vie, c'est leur profession. Tu sais, Julie, tu t'accompagnes des centaines de personnes là-dedans. Pour moi, ça fait wow, OK, ça, c'est un vrai travail. Je ne veux pas dire que le reste, c'est pas du vrai travail, mais c'est ça, c'est un travail important, disons. Merci. Mais je sens que c'est comme surtout quelque chose qui est venu naturellement face à l'offrir à moi-même, à être en amour avec ma petite fille intérieure et toutes ses blessures. Parce que c'est sûr qu'on peut, quand tu dis mettre de côté, là, mais moi je dirais plus comme tenir avec tellement d'amour, celle, entre autres, dans moi, ce que mon partage que j'ai fait ressortir, celle qui se sent seule, être tellement un arbre solide pour elle qu'elle n'a pas besoin de s'identifier puis venir prendre toute la place dans mes liens, dans mes pensées, dans mon émotionnel, parce que je suis en lien, moi, avec. C'est beaucoup ça le chemin que je souhaite à tout le monde, c'est de trouver, travailler, ancrer, muscler, faire des push-ups de présence, s'ancrer à la terre. J'adore le faire des push-ups de présence. Il faut que ça soit dans le recap. Mais ça se cultive, puis ça se cultive beaucoup en relation pour moi. Ça a été beaucoup de partager cette vibration-là qui est sans jugement en communauté. Merci. Puis peut-être juste une dernière question pour toi. Si, mettons, pour n'importe qui ici présent qui nous écoute, qui a envie de vraiment approfondir sa connaissance de soi, de se libérer des bagages transgénérationnels, tout ça, par où commencer? C'est quoi tes meilleurs conseils pour notre communauté? Bien, il y a un livre qui m'a... Tu sais, c'est sûr que je vous ai déjà donné la piste communication non violente, la piste focusing. La branche de focusing que j'ai étudiée, c'est focusing de la relation intérieure. C'est assez vaste, ce champ de connaissances-là. Il y a un livre qui est d'un être merveilleux que je n'ai jamais rencontré, mais son livre m'a beaucoup soutenue, que je recommande pour développer la présence. Ça s'appelle « Le processus de la présence ». Ça aide vraiment à... Ça parle beaucoup de la guérison émotionnelle qu'on est capable de faire si on devient notre témoin ancré. Fait que c'est un processus tout guidé dans un livre où tu peux pratiquer des méditations, mais il explique aussi pour notre cerveau rationnel occidental qui veut comprendre. Ça le nourrit, puis en même temps, ça nous donne un 3 mois de guidance très précis, puis ça nous amène beaucoup
à voir les blessures qu'on a vécues avec notre père et notre mère. C'est pour ça que je l'amène comme ressource ce soir, parce que c'est comme tu finis par les voir, là. Si c'est quelque chose que tu veux voir, ce livre-là, c'est très accessible. Super. Trouver des mentors, quelqu'un qui peut vous accompagner à faire ce travail-là en dedans. Ça aussi, je suggère ça. Voilà. C'est bon. Génial. Ben, merci, Julie, vraiment de ton partage. Encore une fois, on va se retrouver pour les questions. Oui. Ah, my God, il y a tellement de choses. Des fois, moi, ça me fait... Je vais juste partager. Je me dis, il y a tellement de travail à faire. Des fois, je me sens un peu overwhelmed de juste le travail que j'ai à faire sur moi. Après, le travail qu'il y a à faire dans le monde. Tu sais, des fois, j'ai tendance à voir plus le travail qu'il y a à faire à l'extérieur, mais de se rappeler que le premier travail qu'on peut faire, puis le mieux qu'on peut faire, c'est vraiment travailler avec nous-mêmes, puis d'être un meilleur outil, puis ensuite de pouvoir arriver dans le monde avec ces outils-là, puis aider, tu sais. Fait que j'aime me rappeler ça des fois, tu sais, que c'est pas juste ça, du développement personnel, puis on prend du temps pour soi. Non, on fait vraiment quelque chose pour l'humanité quand on travaille sur Absolument, absolument, totalement, 100%. Et surtout pour nos enfants, celles qui sont mères, c'est un miroir 100% clair, transparent et lucide. Julie, ta petite, elle a quel âge? 8 ans. Elle a 8 ans. Ouais. Elle est tellement le fun. Elle est trop cute. Oui. Wow, ben... Merci de me permettre de partager avec vous. En tout cas, c'est vraiment un honneur. Ça m'arrive vraiment pas souvent. Je me sens très ermite ces temps-ci. Alors, ça me fait du bien de sortir dans le monde. Merci. On peut donner du love à Julie avec les petits... Yes! Wow! Ben, je sais pas vous autres, mais moi, je suis prête pour une pause publicitaire. Je voyais, Olivia, est-ce que... tu voulais nous montrer... Mais ça c'est de la primeur que tu nous montrais. Ah oui, ça, c'est du top secret, excuse-moi. Mais je vois qu'Olivia, tu as la culotte derrière toi. Pour celles qui ne savaient pas que Madame Levary fait des culottes menstruelles, c'est la pause publicitaire de 45 secondes pour vous dire qu'on crée des culottes menstruelles qui sont life-changing. C'est une culotte qui vient avec 3 pads et les pads se changent au fur et à mesure, ce qui fait en sorte que tu n'as pas besoin de garder la même culotte toute la journée. Tu peux changer le pad. Ça vient avec un petit sac tout mimi en tissu antifluide et ça permet de justement avoir des règles qui sont zéro déchet, positives, mais surtout aussi sans chemicals, donc sans produits chimiques. Donc voilà, si vous êtes intéressé, vous pouvez aller voir sur notre site. Puis c'est un bon moment aussi avant Noël, si jamais vous voulez demander des cadeaux de Noël, puis que ça peut faire partie des Madame Levary, on a un kit cadeau. Puis c'est ça qu'on va faire tirer à la fin de l'événement, donc dans pas long. Le kit cadeau, ça comprend la culotte de jour, la tisane. J'ai vu quelqu'un dans le chat tantôt qui disait qu'il la buvait, puis qu'elle disait que c'était delicious. I think so. Et un savon aussi. Je pensais que tu montrais le savon. Et ça vient avec un savon également. Donc voilà. Et pour ceux qui ne savaient pas aussi, vraiment hot, on a nos nouvelles culottes Ninja Style, all black, qui sont sorties, la semaine passée, je pense. Donc, c'est le modèle avec, au lieu que la ligne soit rouge, c'est tout noir. Allez voir ça. Ils sont vraiment débiles. Je suis vraiment contente qu'ils soient arrivés. Puis oui, c'est ça, petite annonce, je veux dire que grâce à toutes celles qui utilisent, puis là, je veux voir encore les mains. Qui est-ce qui utilise les Madame Levary? Ça, c'est trop beau à voir. Yay! Bien, grâce à vous, on a fait le calcul, 3 millions de protections jetables qui sont détournées des sites d'enfouissement à chaque année. 3 freaking millions! Moi, je capote. C'est là qu'on voit qu'on peut avoir un impact. Fait que merci. Yes! Merci à toutes. Donc, pour celles qui veulent code promo pour la table rouge, on va le mettre dans le recap. Si vous mettez TR12, vous allez avoir un rabais sur votre commande. Donc, c'est bon jusqu'au 25 décembre, je pense. Donc, juste pour le temps des fêtes. Alors, question du public.